Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment gérer les erreurs sur Python. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de la programmation sur Python en précisant que les quelques lignes de programme que j'avais fournies ne généraient pas d'erreurs, mais qu'on y serait confronté à un moment ou un autre. Dans cette vidéo nous allons voir que parfois c'est l'exploitation des erreurs qui permet au programme de bien fonctionner. Vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de cette vidéo. En programmation, la gestion des erreurs est une étape indispensable. Dans l'exemple que je vais présenter, il va être demandé à un utilisateur de saisir un nombre entier. La valeur saisie va alors être convertie en nombre entier. Si Python n'y arrive pas, c'est que la valeur saisie n'est pas un nombre entier ou n'a pas la structure d'un entier. Mais bien entendu, s'il n'y arrive pas, une erreur va donc être générée. Alors tout programme peut totalement gérer son code, mais dépend souvent malgré tout de phénomènes extérieurs. Un programme peut très bien gérer l'écriture d'un fichier, sa lecture ou encore sa suppression. Si le fichier existe, si le fichier est en lecture-écriture, généralement il n'y aura aucun souci. Mais si le dossier dans lequel on veut écrire est en lecture seule ou n'existe pas, une erreur sera retournée. Tout aussi bien conçu qu'on voudra, le programme peut gérer son contenu, mais restera souvent dépendant de son environnement et l'erreur ne pourra pas être évitée. Tout programme à un moment ou un autre doit être en mesure d'intercepter une erreur pour la rediriger dans un environnement contrôlé. Après 5 vidéos purement orientées sur la programmation Python, et je parle pas de celles qui traitent de PyCharm, je pense que l'environnement de base est maintenant maîtrisé. Inutile de dire de lancer son environnement, créer ou reprendre un projet existant et de créer un nouveau fichier Py. Pour ceux qui rencontreraient des difficultés, y compris dans le code que je vais présenter ici, je vous invite à voir mes vidéos précédentes à ce sujet. Vous y retrouverez toutes les bases de Python ainsi que son installation. Donc je vais directement passer au code. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez l'habitude, je le répète à chaque fois, mettez des commentaires dans votre code. Lorsqu'on reprend un code après quelques semaines ou après quelques mois, on est bien content de voir et de trouver toutes les explications sur les raisons et le contenu de ce code. Comme je l'ai indiqué au début de cette vidéo, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre entier. Je vais donc commencer par mettre un commentaire qui correspond à cette première étape. Alors bien sûr ici mon code ne fait que quelques lignes, il est suffisamment simple pour ne pas avoir à mettre de commentaires, mais l'habitude vous sauvera le jour où vous en aurez besoin. Alors jusque là aussi la première ligne de code n'a rien de nouveau. On initialise une variable nommée valeur avec le contenu d'une saisie au travers de la commande input. Je saisis alors valeur égale input et entre parenthèses mon message de saisie. Alors vous retrouverez l'ensemble du code que j'utilise dans cette vidéo avec la description. Après mon petit commentaire, je vais cette fois convertir la valeur saisie en entier. Alors pour ça, je lui donne comme commande valeur égale int et entre parenthèses valeur. Donc ma valeur va être égale à sa valeur en entier. Puis je termine mon code avec l'affichage de la valeur saisie. Quand ça sera fini, il ne reste qu'à faire les différents essais.
Pour les essais, j'en ai déjà parlé, il ne suffit pas que de tester une seule solution. On va essayer en mettant un nombre entier, puis du texte. Alors je pourrais aussi essayer en mettant un nombre à virgule. Alors l'essai fonctionne si je rentre une valeur qui peut être convertie en entier, le résultat s'affiche. Si ce n'est pas le cas, j'ai un message d'erreur. Sauf que ici, le message d'erreur est généré par le système et le code s'arrête à partir du moment où on découvre une erreur. Donc cette fois, je vais intercepter l'erreur avant que mon code s'arrête pour la rediriger vers une action particulière. Je vais cette fois reprendre mon code en demandant d'essayer de convertir. Si une exception est rencontrée, on affichera un message particulier. Après avoir modifié mon commentaire, je vais utiliser le mot-clé try. Essayer. Avec try, on trouve toujours le mot-clé except, qui signifie en cas d'exception, en cas d'erreur, qu'est-ce qu'on fait. Try sera donc un bloc, tout comme except, on sera un second. Alors try comme except s'utilise avec try : except : Les erreurs ne seront interceptées que dans le bloc try. C'est donc dedans que je vais essayer de convertir la valeur saisie en entier. Si aucune erreur est rencontrée, on passe à la suite des événements, on affiche donc le résultat. Si une erreur est rencontrée pendant l'exécution du bloc try, le code sera redirigé dans le bloc except qui lui sera chargé d'afficher un autre message. L'erreur étant interceptée, le code reprend à la suite du try. Si j'essaye le code avec une valeur pouvant être convertie, rien ne change par rapport à avant. Mais quand j'essaye avec une valeur ne pouvant pas être convertie, cette fois, l'exécution du code sera renvoyée au bloc except. Le bloc except est obligatoire et va avec la commande try. Ici, mon except contient une action print. Dans certains cas, on pourra vouloir simplement ignorer l'erreur. Comme le bloc except doit contenir au minimum une instruction, on pourra utiliser le mot-clé pass. Le reste du code qui va être ajouté n'est qu'une mise en application. Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, un bout de code seul ne vaut rien. Un programme est un tout, c'est un ensemble de commandes qu'on va assembler suivant un ordre particulier. Donc cette fois, on va inclure notre try dans une boucle imposant à mon utilisateur de fournir un nombre entier. Tant qu'une erreur est rencontrée, tant que ce n'est pas une valeur entière, on répète la boucle. Alors pour ça, on va tout simplement mettre la demande de saisie avec la conversion dans un bloc while. Alors j'ai déjà traité de la commande while dans d'autres vidéos. J'y précisais qu'on utilise généralement le while avec true pour créer des boucles infinies. Et c'est ce que je vais faire. Je crée une boucle while true qui me permet de rentrer dans une boucle infinie. Pour sortir du bloc while, je pourrais alors utiliser l'instruction break. Il me suffira alors de mettre le break après la conversion de la valeur saisie en entier. Si la conversion ne retourne pas d'erreur, on quitte la saisie.
Les essais montrent cette fois qu'il est demandé de fournir un entier et que tant que l'utilisateur n'aura pas saisi un nombre entier, la question sera posée à nouveau. Dans la suite du code, je vais y inclure une limite. Je vais demander que le nombre saisi soit compris entre 0 et 10. Alors ces limites sont arbitraires. Comme je l'ai dit juste avant, la suite du code n'est pas une question de gestion d'erreurs, mais une simple mise en application autour de la gestion de ces erreurs. Comme je viens de le dire, je vais cette fois inclure dans mon bout de programme une limite dans la saisie de mon entier. Alors ici je prends comme limite 0 et 10, j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. En fait ça dépend de ce que doit faire votre programme. Alors non seulement en plus d'être un entier, bien sûr, si je mets une limite à la valeur saisie, je dois ne pas oublier de l'indiquer à l'utilisateur. Moi je sais ce que je demande, mais il ne faut pas oublier de prévenir cet utilisateur. Donc je vais changer le message d'accueil. Puis, au travers d'un if, au travers d'un test, je vais vérifier si la valeur convertie en entier est bien comprise entre 0 et 10. Alors pour ça, j'utiliserai la ligne if, espace, valeur supérieure ou égale à 0, and, valeur inférieure ou égale à 10. Donc si ma valeur est comprise entre 0 et 10. Alors j'ai pas besoin d'expliquer, traduit en français, tout est dans le code. Alors comme je l'expliquais dans la gestion des erreurs, ça n'a plus rien à voir avec le code rajouté dans mon programme. Si la valeur répond bien à la demande, on quitte la boucle, sinon on affiche un message indiquant que la valeur ne répond pas aux critères. Comme le break ne s'effectue que lorsque la valeur est dans les limites, on recommence avec le message de saisie. Bien sûr, quand on a rempli et modifié le code suivant les besoins, on fait les tests. De 6 lignes de code avec la gestion simple des erreurs, à ce stade, le nombre de lignes n'a même pas triplé. Mais on trouve cette fois dans le if 3 niveaux d'indentation. Donc comme j'ai déjà dit, ça devient très facile de se tromper. Les causes d'erreur à ce stade sont nombreuses. Elles peuvent être de plusieurs natures, liées à la syntaxe, comme l'oubli de mes 2 points, comme liées à l'écriture, comme une erreur d'indentation, mais pourrait aussi venir de l'algorithme. Alors ici, difficile de comprendre qu'on parle d'algorithme. Bien qu'il n'y ait pas grand chose de compliqué, il n'y a pas moins une réflexion quant au fonctionnement du programme. Et une erreur pourrait très bien aussi s'y glisser. Alors bien sûr, on peut lancer le programme sans vérification avant. Un message d'erreur me rappellera toujours de corriger le code. Mais bon, c'est quand même mieux de lancer un programme sans erreur. Alors comme on n'est jamais à l'abri, ça ne coûte rien d'y jeter un œil avant. J'avais prévenu il y a quelque temps dans mes premières vidéos au sujet de Python que le code serait de plus en plus intéressant, mais aussi de plus en plus compliqué. Alors ici on ne peut pas encore dire que le code est très compliqué, mais il fait déjà intervenir quelques options entre variables, tests, boucles et résultats. Ça commence à faire déjà de quoi bien avancer. Alors je pourrais encore aller plus loin avec entrer un nombre entier compris entre 0 et 10 ou taper Q pour quitter. Alors le test pour quitter ne serait pas au même endroit, mais ça revient quand même à la même chose, c'est juste une autre application du if. Alors même si j'ai pas encore fait le tour de toutes les fonctionnalités, ce n'est pas faute d'en avoir parlé, ce n'est pas possible d'en faire le tour. Mes prochaines vidéos sur Python traiteront des blocs d'appel, des fonctions, des classes, avec leur utilisation et l'utilisation des objets. Alors rassurez-vous, même si
ça ne traite plus des fonctionnalités, il y aura encore autant de sujets qu'on veut après. Alors si les sujets comme Python et l'informatique en général vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes autres vidéos et être informé dès leur mise en ligne. Pour découvrir aussi d'autres documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info dans votre navigateur web. Alors si cette vidéo vous intéresse, pensez à liker. Alors bien sûr, au-delà du critère du nombre de vues, c'est aussi un indicateur pour moi savoir s'il faut poursuivre ou pas dans le domaine. Et là, c'est pas le nombre de sujets qui manque. N'hésitez pas à poser vos questions ou laisser vos commentaires. Il est très difficile de traiter en quelques minutes un sujet et il est fort à croire que j'aurais pu oublier certains points. Mais encore une fois, on ne peut pas tout traiter. Par exemple, dans d'autres langages de programmation, on utilise onError, resume, next. Alors j'aurais pu aussi en toucher un mot. Alors en attendant de revenir à ma prochaine vidéo sur Packet Tracer, je vous dis à bientôt.